Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de votre pouvoir d'achat. Et oui, ça sera certainement la clé des prochains mois, des élections présidentielles également peut-être en France en avril 2022. Mais en attendant, il faut reconnaître que notre pouvoir d'achat, à nous, en France, mais également dans beaucoup de pays européens, ce pouvoir d'achat est menacé. Menacé par quoi? Menacé par l'inflation qui est en train d'augmenter. Alors ici même, je le disais, dès le début 2021, je disais attention, il y a un risque d'augmentation de l'inflation. Évidemment, alors les politiques, les économistes de salon disaient mais non, vous inquiétez pas, ça va pas durer. Même les banques centrales, les banquiers centraux aux États-Unis, en Europe disaient non, non, tout va bien, tout est sous contrôle, c'est transitoire. Eh bien non, c'était un mensonge, un déni de réalité. On le voit, l'inflation continue d'augmenter. Alors quand on nous dit que le pouvoir d'achat augmente, c'est un manque de respect évidemment pour la réalité de nous tous les Français au quotidien. Donc il faut voir encore une fois cette réalité et voir comment ça va évoluer dans les prochains mois, bien entendu. Donc déjà, premier point important, et on en parle beaucoup, le fameux prix du gaz qui flambe, et c'est vrai que c'est un problème bien entendu international dans un premier temps, même si on a énormément de taxes en France qui pèsent évidemment sur les prix énergétiques au sens large, on le verra tout à l'heure, mais on le voit ici, le cours des prix du gaz naturel donc aux États-Unis, donc c'est un plus haut depuis décembre 2008, donc là on voit depuis très très loin, depuis les années 2000, alors c'est vrai qu'on n'est pas sur les sommets qu'on avait pu atteindre en 2008 par exemple, mais néanmoins regardez depuis avril 2020, donc c'était le plus bas, jusqu'à octobre 2021, alors ça dépend des jours, des fois ça baisse un petit peu, mais tout de même on a 307% d'augmentation. Donc ça c'est évidemment incroyable et c'est extrêmement important pour l'inflation. Mais attention, ça c'est aux États-Unis. Ce qui est incroyable, c'est que cette flambée des prix du gaz est encore plus dramatique, plus exceptionnelle en Europe. Attention, voici le graphique donc, des prix du gaz qu'on appelle donc l'indice ICE, donc des prix du gaz naturel en Europe. Donc c'est un contrat effectivement à terme pour acheter du gaz sur les marchés. Et bien là, regardez bien cette croissance incroyable du plus bas de mai 2020 à octobre 2021, même si parfois évidemment ça baisse assez fortement, 3035% d'augmentation. Non, c'est pas du Bitcoin, c'est pas des GAFAM, c'est effectivement les cours du gaz naturel en Europe. Alors il y a une question importante, pourquoi est-ce que ça augmente plus en Europe qu'aux États-Unis? Parce que malheureusement, on a plusieurs problèmes. Déjà, au niveau mondial, et notamment en Europe, on veut limiter, peut-être certainement à juste titre, la consommation d'énergie et de CO2, comme on le dit. Donc on cherche d'autres sources d'énergie. Les Allemands sont en train d'arrêter le nucléaire, donc évidemment, ils se reportent vers d'autres types d'énergie qui consomment un peu moins de CO2, et notamment le gaz naturel. Donc il y a une demande énorme qui flambe en Europe, mais par contre, la fourniture de ce gaz est très limitée. Elle vient notamment de la Norvège, de la Russie. Donc c'est ce qui fait que, évidemment, les Russes aujourd'hui, ils ont du mal à ouvrir le robinet puisqu'ils profitent de la hausse des prix. Donc voilà pourquoi ça flambe encore plus en Europe qu'aux États-Unis, et en Europe, bien sûr, notamment chez nous. Donc voilà les grands équilibres aujourd'hui du marché du gaz. C'est important de le savoir. En fait, cette consommation de gaz naturel augmente énormément. C'est l'énergie fossile qui augmente le plus ces dernières années. Donc aujourd'hui où nous parlons, donc le gaz, c'est 24,7% de la demande mondiale d'énergie, donc après le pétrole qui est à 31,2%, et ensuite nous avons le charbon qui est à 27,2%. Mais attention, là, le gaz est en train de rattraper effectivement le charbon parce que justement il consomme moins de CO2. Donc voilà, le problème c'est que c'est bien beau de dire il faut consommer moins de CO2, on est tous d'accord, mais néanmoins, comme il n'y a pas d'énergie alternative ou pas suffisamment, on prend d'autres types d'énergie, notamment le gaz, c'est ce qui fait flamber effectivement. Donc sachant que les capacités de production sont particulièrement limitées, et les producteurs, évidemment, ils se servent eux-mêmes en premier, puis après, ils distribuent au reste du monde. Et si on regarde, nous, ce qui se passe en France, alors là, c'est très simple, voilà les principaux fournisseurs de gaz. On importe quasiment tout le gaz que nous consommons aujourd'hui en France. 43% vient de Norvège, c'est les chiffres de 2019, parce que en 2020, il y a eu des évolutions compliquées, donc ça, c'est plutôt une année normale, qu'on devrait retrouver en 2021-2022. 21% vient de Russie, 11% des Pays-Bas et 8% d'Algérie. Alors, heureusement que la France n'a pas arrêté le nucléaire, n'a pas fait comme l'Allemagne, parce qu'aujourd'hui, la France fournit du nucléaire, notamment à l'Allemagne, sinon on aurait une demande encore de gaz beaucoup plus importante. Donc ça rappelle qu'il ne faut pas faire n'importe quoi sur l'énergie. Bien sûr, c'est important de ne pas détruire la planète, de faire de l'écologie, mais il faut trouver des nouvelles sources d'énergie, donc au travers des nouvelles technologies de l'énergie. Pour l'instant, ça reste des vœux pieux. On a vu Emmanuel Macron nous dire oui, on va mettre 30 milliards, etc. C'est très beau tout ça, mais quelles sont les conséquences concrètes? Et pour le moment, on est très dépendant justement du gaz, également au niveau international. Et donc on comprend bien qu'aujourd'hui,
les Russes, Gazprom, etc., ben, ils ouvrent le robinet, mais pas trop fortement pour maintenir des prix du gaz extrêmement élevés. Donc ce qui fait qu'on a une augmentation de ces prix du gaz, notamment chez nous. Alors c'est vrai que c'est réglementé, donc là le gouvernement s'est engagé à ne pas augmenter ses prix, mais en disant que oui, 2022 ça va s'effondrer, mais rien n'est moins sûr. Hein. Ça peut, certainement ça va arrêter de flamber comme aujourd'hui, mais en tout cas les prix vont rester élevés. Donc là, que va-t-on faire? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à limiter l'augmentation des prix du gaz, sachant qu'il n'y a pas que le gaz qui augmente. Il y a également, bien entendu, les autres matières premières, et notamment le pétrole. Donc là, c'est un graphique que je vous ai déjà montré, qui représente donc la corrélation entre la croissance mondiale, la courbe rouge, et l'évolution des cours du pétrole. C'est le Brent, hein, donc londonien, entre guillemets, sur le marché de Londres. Donc le Brent donc de pétrole, qui montre, là c'est les derniers chiffres qui viennent de sortir, on est à 84 $ le baril. Donc c'est vrai que c'est logique, hein, cette augmentation des cours du baril, vous voyez, elle suit le rebond de la croissance mondiale. La bonne nouvelle, c'est que comme ça ralentit en 2022, on va passer de 5,2% de croissance en 2021, à peu près 3,5% l'année prochaine en 2022. C'est quand même un niveau relativement élevé, donc ça veut dire que les prix du baril devraient se stabiliser autour des 75 à 80 $. Il peut y avoir des tensions au-delà, mais globalement, comme en 2022 ça va ralentir, il y aura moins de demande de pétrole. Donc ça, c'est quand même effectivement la bonne nouvelle. On va avoir une moindre augmentation des prix du pétrole l'année prochaine, mais néanmoins, en attendant, il faut digérer. On a 6 mois à 1 an pour digérer ces prix du pétrole qui vont continuer malheureusement d'augmenter. Alors, c'est le grand débat. Alors là, on nous dit aujourd'hui, non mais il faut que les distributeurs réduisent leurs marges. On oublie une chose très simple, hein, c'est qu'aujourd'hui, en France, eh bien, quasiment 60% des prix des carburants, ce sont des taxes. Alors, est-ce que c'est vraiment vrai? Parce qu'on entend tellement de chiffres. Ben, là, on voit les chiffres officiels, hein, de la DGEC, la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, donc c'est tout à fait officiel, c'est public. Hein, et donc là, on a la répartition donc, des prix donc des carburants. Donc là, on a le gazole, là, on a le samplon 95. Donc tout ça, tout ce qui est en haut, ce sont effectivement les taxes. Donc on a ce qu'on appelle la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. On a bien sûr la TVA et on a la TVA sur cette taxe. C'est une taxe sur la taxe. C'est incroyable. Mais bon, ça c'est la France, on est très bon pour les impôts. Donc on a aujourd'hui sur le gazole 57% de taxes. Et sur le samplon 95, 59% de taxes. Encore une fois, ce sont les chiffres officiels. Donc, s'il y a bien quelqu'un aujourd'hui qui profite finalement de cette augmentation des cours du baril, c'est bien sûr les recettes publiques. Et donc, de ce point de vue-là, si on veut réduire ce coût du baril, ce coût du pétrole, du moins pour les consommateurs, ce coût énergétique, ben, c'est peut-être à l'État de faire évidemment des efforts. Mais évidemment, comme on ne veut pas baisser les dépenses publiques, on veut maintenir toujours des taxes toujours aussi élevées. Je vous rappelle que si on prend toutes les taxes et les impôts en France, nous sommes à 49% de notre PIB, numéro 1 du monde. Donc évidemment, on s'est tellement habitué à ça qu'on a du mal à réduire cette pression fiscale. Donc là encore une fois, il faut remettre l'église au milieu du village, comme on le dit. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui bien regarder, bien savoir que cette hausse des prix à la pompe vient également, bien sûr, des prix du pétrole, bien sûr, des prix internationaux, mais que l'État, là aussi, ponctionne également énormément. Il pourrait, par exemple, réduire quand les prix augmentent pour limiter justement cette hausse des cours du baril et ne pas, encore une fois, dire, voilà, ce sont les méchants distributeurs. Certains, bien sûr, je dirais en profitent, mais globalement, ça c'est une moyenne donc nationale. On voit bien que c'est essentiellement les taxes, évidemment, qui pèsent sur le prix du pétrole. C'est là pourquoi les prix du carburant sont beaucoup moins chers dans beaucoup d'autres pays, notamment en Europe. Donc ça, c'est pour le pétrole. Si on regarde maintenant toutes les matières premières, ce qu'on appelle donc l'indice CRB donc de Chicago. Donc là, c'est toutes les matières premières confondues, pondérées par leur poids dans la consommation mondiale. Et là, on voit que c'est global, ça n'arrête pas d'augmenter. Vous voyez, à chaque fois, je vous ai déjà montré ce graphique il y a déjà quelques mois, on dit attention, ça va arriver sur les prix à la production. Et bien, ça continue. Vous voyez que là, depuis avril 2020, ça a augmenté de 118%. Voilà, c'est la courbe rouge. Vous voyez, on est sur des sommets depuis 2014. Donc tout ça pour dire que c'est généralisé. Alors à quoi c'est dû? C'est dû essentiellement au fait que nous avons aujourd'hui des pénuries. Et oui, c'est-à-dire que les cycles de matières premières sont longs à se mettre en place, entre guillemets. Donc après la pandémie, ils se sont habitués sur un niveau de production extrêmement bas. Aujourd'hui, la demande redémarre très fortement, peut-être même trop fortement, parce qu'on a fait des planches à billets, on a fait de la dépense publique, etc. Donc dans le monde entier, on a une demande qui redémarre, mais l'offre n'est pas là. Donc ça, c'est la règle de base de l'économie. Si la demande augmente et que l'offre n'augmente pas, eh bien les prix ont tendance à augmenter. Et donc le drame, c'est qu'on a des pénuries généralisées aujourd'hui dans le monde. Alors évidemment, les matières
matières premières au sens large, on vient de le voir, l'énergie en particulier, tout ce qui est semi-conducteur. On a aujourd'hui par exemple beaucoup d'entreprises qui stockent des produits qui ne sont pas complètement finis parce qu'il leur manque des composants électroniques par exemple, là aussi il y a des pénuries. Donc ils ont fait leur voiture par exemple ou un autre équipement ou un autre produit, mais on ne peut pas le vendre parce qu'il n'est pas terminé. Il manque des approvisionnements en composants électroniques et donc c'est pourquoi ces stocks sont en train d'augmenter mais qu'on ne peut pas vendre. Et donc bien entendu ces pénuries sont en train de freiner la croissance, freiner l'activité, et parallèlement, tout ce qui vient en augmentation des prix vient réduire le pouvoir d'achat, ne l'oubliez pas. Le pouvoir d'achat, c'est vos revenus moins l'inflation. Donc plus l'inflation augmente, plus votre pouvoir d'achat baisse, surtout si les revenus n'augmentent pas à l'aune de l'inflation, ce qui est exactement ce qui est en train de s'observer aujourd'hui. Alors il y a également même des biens d'équipements industriels qui sont en pénurie, des biens alimentaires là aussi, et encore plus, des biens, on a également des pénuries de main-d'œuvre. Donc ce qui veut dire que dans certains secteurs, les salaires vont commencer à augmenter, donc tant mieux pour les salariés. Alors ça ne sera pas malheureusement le cas pour tout le monde. N'oublions pas qu'en France, on a un taux de chômage, alors bien sûr on communique sur le taux de chômage à 8%, qui est le chômage de catégorie A, mais le chômage global, avec toutes les personnes qui sont concernées par le chômage, y compris celles qui sont en chômage partiel, on est à 20% de taux de chômage, 6,3 millions de personnes. Donc c'est là le problème, c'est que malheureusement on va avoir des distorsions qui vont se créer dans la société française. Certains vont voir leur salaire augmenter, puis d'autres ça ne va pas être le cas, donc ça va créer encore des tensions, surtout que les prix augmentent. Rappelons-nous que les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes avait commencé justement avec la hausse des prix énergétiques, sur le pétrole notamment, mais là on est largement au-delà, et donc ça veut dire qu'il y a un risque évidemment sociétal qui est très fort. Alors, est-ce que cette inflation va durer? Malheureusement oui, je le dis même depuis déjà plusieurs mois, donc on a toujours le cas américain qui est un petit peu le marché directeur sur l'inflation, qui anticipe un peu ce qui va arriver chez nous. Donc vous avez vu tout à l'heure que les prix du gaz augmentent aux États-Unis, mais ils augmentent moins que chez nous. Et pourtant, regardez l'inflation, elle a encore augmenté. C'est les chiffres qui viennent de sortir là aussi au mois de septembre. On est remonté donc à 5,4%. Hors énergie, on est à 4% d'inflation. Donc vous voyez que hors énergie, par exemple, ça reste des plus hauts depuis les années 91. Et pareil sur l'inflation globale, si on enlève 2008, c'était un pic de 2008, on est là aussi sur des plus hauts depuis 91. Et le problème, c'est qu'évidemment, cette inflation qui se tend va obliger les banques centrales à réagir, notamment la Réserve fédérale américaine, qui, je vous rappelle, a un objectif d'inflation de 2%. Là, on est donc à 5,4%. Donc, elle nous a dit non, mais c'est temporaire, c'est pas grave, c'est 2% sur le long terme. Oui, sauf que là, temporaire, il dure. Ça fait bientôt 6 mois qu'on est à ces niveaux-là, donc d'inflation largement au-dessus de l'objectif de la Réserve fédérale. Donc, elle va devoir réagir. Peut-être pas remonter les taux que l'on voit ici, mais au moins arrêter la planche à billets. Et ça aussi, ça va arriver chez nous, d'autant que les indicateurs avancés de l'inflation, donc les prix à la production, c'est-à-dire que payent les producteurs, les entreprises, eux aussi continuent d'augmenter. Les chiffres viennent de sortir, regardez, donc c'est la courbe rouge ici aux États-Unis, on est à 8,7% d'inflation, donc on est quasiment bientôt à 9, donc c'est-à-dire que la courbe bleue, l'inflation globale, va suivre effectivement la courbe rouge. Si vous regardez maintenant l'inflation des prix à la production hors énergie et produits alimentaires, parce que souvent, encore dernièrement dans une émission, quelqu'un me disait non mais les prix aujourd'hui qui augmentent, l'inflation c'est uniquement l'énergie. Mais arrêtons de mentir, non, elle se généralise à l'ensemble malheureusement des secteurs. Et là, regardez, l'inflation hors énergie et produits alimentaires aux États-Unis, on est quasiment à 7%, un plus haut, regardez, depuis 1982, janvier 1982. Donc évidemment, ça veut dire que cette inflation va se poursuivre, elle devient particulièrement dangereuse. Et surtout, elle a traversé l'Atlantique. Là, on voit la situation en Allemagne ou en Espagne, avec l'inflation, 4,1% en Allemagne, un plus haut depuis 1993. Évidemment, donc les Allemands ont horreur de l'inflation, on les comprend. Même en Espagne, 4% d'inflation. Si on regarde la France, on a donc 2,1% d'inflation selon les normes INSEE, mais selon les normes Eurostat, 2,7% d'inflation, un écart de 0,6 points qu'on n'a jamais vu. Donc là aussi, il y aura un ajustement certainement même de l'inflation globale. Donc quand on dit l'inflation ne va pas augmenter, c'est là aussi un mensonge complet. Si on regarde le détail des prix aujourd'hui en France, ça c'est les chiffres du mois d'août, on n'a pas encore le détail de septembre, mais tout de même, qu'est-ce qui augmente le plus? Bien sûr le gaz, vous voyez, 27% de hausse, l'essence, quasiment 18%. Les légumes frais, également, regardez, 11% d'augmentation, les biens alimentaires, services postaux également. Alors ce qui baisse par contre, c'est les produits pharmaceutiques qui sont en déflation même. Donc évidemment, il y a encore des produits qui baissent, mais des prix qui baissent dans certains secteurs. Mais globalement, on a une augmentation justement pour les biens qu'on consomme au quotidien, l'alimentaire, l'énergie. Et donc c'est ce qui fait que les ménages les plus modestes souffrent encore plus que les autres, puisque la part relative de l'alimentaire ou de l'énergie dans leur panier de biens moyens est beaucoup plus élevée que pour un ménage plus favorisé ou même un ménage moyen. Donc ce qui fait que globalement aujourd'hui, eh bien, cette inflation qui se tend
notamment sur l'énergie et l'alimentaire, mais pas seulement, mais en particulier sur cela, eh bien ça crée encore des inégalités qui augmentent. Et ça c'est dangereux pour la stabilité sociétale de notre douce France. Et si on regarde globalement maintenant l'ensemble des pays, je ne vais pas vous montrer l'Argentine où on est à 50% d'inflation, mais regardez le Brésil, 10,3%, donc les États-Unis 5,4%, l'Allemagne 4,1%, les Anglais à 3,2%, on n'a pas encore les chiffres du mois de septembre, et donc bizarrement la Chine qui est à 0,7% d'inflation, certainement là aussi beaucoup de prix administrés. Par contre, si vous regardez les prix à la production, alors là, c'est la flambée complète. Donc je rappelle que les prix à la production, c'est un indicateur avancé de l'inflation, donc des prix à la consommation. 18% de hausse en Espagne, la zone euro 13,4%, 12% en Allemagne, vous voyez 10,7% en Chine, donc ça tranche avec la faiblesse de l'inflation, ça veut dire que là aussi, il va y avoir une répercussion assez rapidement, et même la France, regardez 9,5% d'inflation, on est plus élevé qu'aux États-Unis sur les prix à la production. Donc pour l'instant, on ne répercute pas sur les prix de vente, mais ça risque de ne pas tarder, donc ce qui va évidemment limiter notre pouvoir d'achat. Donc ça sera un vrai danger. Et le danger global, évidemment, pour terminer, c'est ce qu'on appelle la stagflation. C'est-à-dire qu'on a de l'inflation qui augmente, mais normalement, cette inflation génère une baisse de l'activité. Donc stagnation économique, stag, et inflation élevée. Donc d'où le terme stagflation, comme dans les années 70-80. Alors on n'est pas encore sur une hyperinflation. Regardez le cas américain, c'est très net. La courbe rouge, c'est l'inflation. L'inflation augmente. La courbe bleue, c'est l'indicateur avancé des directeurs d'achat. C'est en train de nettement ralentir. Donc tout ça montre que oui, aujourd'hui, l'inflation qui augmente avec les pénuries qui s'observent sur les matières premières, sur les composantes électroniques, sur également la main-d'œuvre, tout ça va limiter malheureusement la reprise. Et donc c'est le paradoxe. C'est qu'on va avoir une inflation qui va augmenter, mais malheureusement, on va avoir dans le même temps une activité qui va ralentir. Et là, c'est ce qu'il y a de pire en économie, parce que les banques centrales sont prises à leur propre piège. Parce que si elles augmentent les taux d'intérêt, ça va aggraver la baisse de l'activité, mais si elles ne font rien et qu'elles maintiennent la planche à billets, ça va encore alimenter la hausse de l'inflation. Donc dans les deux cas, elles sont perdantes. Il faut simplement retrouver un monde normal, donc oui, enlever la perfusion, arrêter la planche à billets, il y aura quelques mois un petit peu compliqués, mais ensuite on pourra repartir sur des bases plus saines, avec une inflation moins élevée. Parce qu'aujourd'hui l'inflation est très forte, elle limite notre pouvoir d'achat et c'est évidemment extrêmement dangereux pour notre consommation, mais également pour notre épargne, puisque évidemment, si l'inflation augmente, le rendement réel de l'épargne, si le taux d'intérêt de l'épargne n'augmente pas, évidemment, ça veut dire que ça baisse. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Donc cette inflation est dangereuse pour tout le monde, les consommateurs, les épargnants. Donc vivement que les banquiers centraux fassent leur boulot et limitent cette inflation, et que nous aussi, les pouvoirs publics au sens large, on va dire, en France et un peu partout, eh bien, réussissent à réduire un petit peu les taxes qui pèsent sur beaucoup de produits, ce qui permettra là aussi de réduire et de limiter l'inflation et de soutenir la croissance. C'est tout le mal évidemment qu'on peut nous souhaiter. Donc portez-vous bien, espérons que cette inflation va rapidement se résorber, mais je ne vais pas vous mentir, l'inflation est là, elle est là pour durer, surtout si on ne fait rien. Donc arrêtons de mentir aux Français et prenons enfin les bonnes mesures. Merci beaucoup et à très bientôt.